Qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la République bolivarienne du Venezuela afin qu'il présente la déclaration du chef d'État. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de la République bolivarienne du Venezuela, j'ai l'honneur de présenter le message du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général Antonio Guterres, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les participants à cette 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, je tiens d'abord à vous demander de m'excuser de retirer mon masque, nécessaire en cette époque de pandémie. Et je tiens à adresser mes salutations à tous ceux et celles qui nous écoutent de par le monde. Permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom du gouvernement constitutionnel du Venezuela et du peuple de notre République bolivarienne. Félicitations pour votre désignation à la présidence de cette 75e session de l'Assemblée générale. Cette occasion est extrêmement importante, étant donné la situation exceptionnelle que l'humanité traverse du fait de cette urgence mondiale créée par la Covid-19. Je dis exceptionnelle car, en plus de supposer des difficultés sérieuses pour le complexe ordre planétaire, elle est pourtant une occasion de réfléchir et de promouvoir un changement de paradigme que l'humanité elle-même et surtout la grande majorité de ceux qui vivent dans la pauvreté et l'exclusion espèrent tant de nous et des dirigeants de ce monde. Dans cette même Assemblée générale en 2001, notre commandant éternel, Hugo Chávez, disait, et je cite, « Nous venons donc sans crainte, mais avec une grande foi, un grand optimisme dans la vie, en la fraternité, en l'union, la possibilité suprême que nous avons aujourd'hui, nous, dirigeants des pays de la planète, de chercher et de construire de vraies solutions aux problèmes réels de quête de justice et de paix. Au Venezuela, nous croyons qu'il faut revoir entièrement le monde à la loupe, comme le disait le commandant Chavez, une loupe grossissante car le monde va mal. Il ne cesse pas de trébucher d'erreur en erreur. En cette année 2001, le commandant Chavez lançait un appel à prendre conscience de la réalité dans la refondation de l'Organisation des Nations Unies. Et nous voici en 2020, insistant sur cette nécessité de renouveler les paradigmes. Le Venezuela reconnaît que l'Organisation des Nations Unies, depuis 75 ans, a beaucoup apporté à l'humanité. Cependant, nous exigeons davantage de volonté, plus d'efforts pour préserver les acquis, pour avancer sur la voie de nouveaux objectifs. Nous insistons sur la nécessité de renforcer la coopération sud-sud, de créer des mécanismes alternatifs de financement et de soutien technique qui encouragent les initiatives et les priorités définies par nos peuples pour atteindre les objectifs de développement durable. Il s'agit d'une tâche ponctuelle et impérieuse. Chaque jour compte. Le Sud pense lui aussi. Le Sud compte lui aussi. Le Sud existe lui aussi, comme l'aurait dit le grand poète Benedetti, dont nous célébrons cette année le centenaire. Nous devons tous œuvrer pour sauver notre planète. Nous lançons un appel à
un plus haut degré d'engagement politique pour combattre les changements climatiques qui sont une réalité, pour combattre les changements climatiques en tant que priorité urgente. Nous sommes conscients de l'importance de renforcer les actions d'atténuation et d'adaptation, conformément à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l'accord de Paris. Nous réaffirmons donc l'importance des moyens de mise en œuvre pour que les pays en développement puissent mener à bien leurs actions climatiques. Noam Chomsky le disait récemment, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Monsieur le Président, les Nations Unies et l'humanité tout entière sont confrontées à une crise profonde et complexe qui combine pandémie de Covid-19 et défis mondiaux liés au changement climatique et au développement durable. À ce tableau inquiétant vient s'ajouter la non moins alarmante prétention de grandes puissances qui entendent mener l'humanité à une confrontation directe dans le domaine militaire. Ce pourrait être la dernière pour notre espèce. Les États-Unis d'Amérique, loin de jouer un rôle de chef de file positif ou proactif, adoptent un comportement imprévisible, avec un gouvernement intransigeant, ennemi de la diplomatie et de la haute politique et qui méprise ouvertement le multilatéralisme et toutes sortes de règles mondiales préexistantes. La pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes, modifié les priorités de toute l'humanité, étant donné ses conséquences sur la vie humaine. La pandémie a mis à nu les inégalités dont pâtit le monde, en les aggravant. Malheureusement, certaines mesures d'urgence prises face à l'épidémie n'ont fait qu'exacerber les brèches sociales et économiques à l'intérieur des pays. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale, dans son ensemble, doit apporter une réponse mondiale et coordonnée qui permettra de soutenir toutes les nations dans le besoin, contribuant ainsi à créer les conditions propices à l'apparition d'économies plus fortes et de sociétés plus inclusives. Avant même la pandémie de Covid-19, l'effondrement de l'ordre géopolitique et géoéconomique international était en cours. Cependant, cette urgence nous a fait prendre conscience de la nécessité de penser de manière critique aux contradictions du capitalisme, à son incapacité logique et opérationnelle à faire face à ces crises. Bien souvent, les États ont été réduits à leur plus simple expression. Le néolibéralisme imposé a étouffé les institutions publiques, transformant les droits du peuple en services privés, transformant la santé en un produit de luxe. Écoutons dans les rues du monde la furie des peuples qui se sentent orphelins et désemparés. La santé et le bien-être de la population ne sont pas des marchandises. Le marché ne peut pas continuer de réglementer le destin de l'humanité. Le Venezuela considère que le rôle de l'Organisation mondiale de la santé doit être un exemple de multilatéralisme qui doit être renforcé. L'Organisation mondiale de la santé doit être une organisation qui agit et parle fidèlement, sans céder aux pressions, sans céder au chantage et aux attaques des puissants. Une organisation qui confirme son autorité morale, sa capacité scientifique et la coopération fondée sur la solidarité. Nous saluons les efforts énormes déployés par les scientifiques des pays sœurs, des pays frères que sont la Russie, la Chine et Cuba pour mettre au point un vaccin efficace, sûr, contre la Covid-19. Et nous sommes convaincus que ces découvertes seront considérées comme un bien public mondial par chacune de nos nations en accès libre pour tous les peuples du monde sans discrimination. Tel est le vœu que nous formulons. La République bolivarienne du Venezuela se propose de créer un fonds d'achat
et de marché public, un fonds tournant au sein du système des Nations Unies pour garantir l'accès aux denrées alimentaires, aux produits sanitaires, un fonds qui serait financé par des ressources publiques. Ceci permettrait de faire face à la discrimination et au blocus économique imposé à certains pays, en facilitant l'acquisition par les gouvernements des biens et services nécessaires. Nous lançons un appel à renforcer les politiques et les fonds de financement axés sur le développement des chaînes de production locales et de nouveaux acteurs économiques, ainsi qu'axés sur la création d'une banque de technologies libres et des processus universels de formation. La République bolivarienne du Venezuela plaide pour l'adoption d'un instrument international juridiquement contraignant sur le développement et le droit au développement qui renforce la lutte des peuples pour sortir de la pauvreté et des inégalités sociales et en faveur de la justice sociale. Notre réélection en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, au terme d'un vote souverain et majoritaire des pays représentés au sein du système des Nations Unies, en dépit des attaques incessantes de l'empire états-unien et de ses satellites, notre réélection, disais-je, a réaffirmé notre engagement de promouvoir le respect des droits humains et des libertés fondamentales de toutes les personnes, sans distinction aucune, de manière juste et équitable, en soutenant fermement toute initiative de lutte contre les discriminations ethniques basées sur le genre, la nationalité et les autres formes d'intolérance qui y sont liées. Nous sommes attachés à la défense des principes d'universalité, d'impartialité, d'objectivité, de non-politisation et de non-sélectivité dans leur application. Nous sommes engagés en faveur d'un dialogue international, interculturel, constructif et coopératif pour encourager la promotion, la protection de tous les droits humains, y compris, bien entendu, le droit au développement intégral des peuples. Monsieur le Président, la République bolivarienne du Venezuela réaffirme son attachement au règlement pacifique des différends, conformément aux principes contenus dans la Charte des Nations Unies. Et ainsi, s'agissant du différend territorial portant sur la Guayana Essequibo, le Venezuela réaffirme son respect le plus strict de l'accord de Genève de 1966. Nous soulignons tout particulièrement l'objet, le but et la raison d'être de l'accord de Genève. Cet accord donne clairement mandat pour parvenir à une solution pratique, satisfaisante et acceptable pour les deux parties, au travers des mécanismes successifs prévus à l'article 33 de la Charte des Nations Unies. C'est au travers d'une négociation politique, diplomatique, sur la base d'un accord mutuel que nous parviendrons à régler ce contentieux hérité du colonialisme impérial. Monsieur le Président, le monde continue d'être le théâtre de nombreuses injustices subies par des peuples innocents menacés d'extermination. Il est le théâtre d'actions d'État injustifiées et inadmissibles. Elles sont la honte de l'humanité. Une fois encore, nous réaffirmons notre appui et notre solidarité au peuple arabe de Palestine. Nous exigeons le respect de son territoire historique établi en 1967 par cette organisation des Nations Unies. Nous soutenons l'appel des Nations Unies pour que cesse l'infâme blocus criminel qui dure depuis près de 60 ans contre le peuple frère de Cuba. Et dans ce sens, nous réaffirmons l'appel au gouvernement des États-Unis à lever immédiatement ce blocus économique, commercial et financier imposé à notre nation sœur. Monsieur le Président, la République bolivarienne du Venezuela réaffirme son attachement à la promotion et au renforcement du dialogue et de la coopération, en jetant des ponts
entre les peuples, en respectant les différences culturelles et religieuses, au travers de la prévention des conflits, par la réconciliation et l'édification de la paix. Le mouvement des pays non alignés a promu la reconnaissance de ces initiatives, de ces politiques, de ces valeurs. Avec la célébration de la Journée internationale du multilatéralisme et de la paix, il a rejoint le groupe des amis de l'Alliance des civilisations des Nations unies qui brandissent les drapeaux du pluralisme et de l'équité. Il reste beaucoup à faire, certes. Nous agirons. Monsieur le Président, le Venezuela, comme vous le savez, est la cible d'une attaque constante. Notre patrie tant aimée est victime d'une attaque multiforme de la part de l'empire états-unien dans le domaine médiatique, au plan politique, économique. Nous avons même été menacés d'une agression militaire directe. Les mesures unilatérales imposées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique avaient pour but de faire plier les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes. Mais notre peuple, aux côtés de son gouvernement constitutionnel, a opposé une résistance héroïque à l'opprobre, à l'illégalité, à l'inhumanité d'un empire qui représente aujourd'hui la plus grave menace qui pèse sur le monde pluripolaire et multicentrique. Aujourd'hui, debout avec la dignité d'un peuple fils des gloires du libertador Simón Bolívar, nous disons au gouvernement suprémaciste des États-Unis que le monde les regarde, que des millions d'yeux au XXIe siècle voient au-delà de ce que disent les médias. Il est encore temps de revenir à la légalité internationale. Nous leur disons qu'il est encore temps d'inverser ce discrédit, ce malaise global que leur arbitraire et leur arrogance provoquent dans le monde conscient d'aujourd'hui. Poursuivre les violations de la Charte des Nations Unies les conduira inexorablement à l'isolement, au discrédit, à la condamnation par l'histoire des peuples, y compris pour leurs propres citoyens, le peuple des États-Unis qui est descendu dans la rue pour protester contre le racisme, contre la brutalité policière et contre les abus. Les mesures coercitives unilatérales ont suscité non seulement l'indignation et le rejet des peuples contre la prétendue dictature mondiale brandie depuis les États-Unis, dictature qu'ils tentent de nous imposer, mais elles ont aussi suscité la cohésion et des initiatives nationales autour de nouvelles formes de production de solutions techniques et technologiques. La créativité a été la réponse apportée à la persécution dont est victime notre industrie nationale. Le vrai Vénézuélien, la vraie Vénézuélienne de chair et de sang sont ainsi. Ils ont tant voulu les occulter, les mépriser. Aujourd'hui, je peux vous dire, Excellence, que dans notre patrie s'est déclenchée une révolution de l'innovation, une nouvelle offensive pour transformer en cercle vertueux de débouchés ces tentatives d'agression pour pousser notre nation dans l'abîme. Nous avons accompli des efforts titanesques avec nos propres capacités, en plus de la solidarité, de la coopération de pays amis et du système des Nations Unies, pour faire face à la pandémie de Covid-19. Nous avons évité le pire, en dépit des pronostics, des plans et des vœux catastrophiques de ceux qui nous agressent. Ni le blocus illégal, ni les agressions contre notre gouvernement ne nous ont détournés ni empêchés d'atteindre au prix de grands efforts notre objectif, à savoir protéger la vie de notre population. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons effectué environ 1 900 000 tests gratuits, ce qui représente à ce jour, en moyenne,
62 482 tests par million d'habitants. Nous pouvons dire que nous sommes le pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui a réalisé le plus de tests. Nous le disons avec humilité, en formulant le vœu de pouvoir toujours aider les pays voisins, dont nous recevons bien souvent de la part de leur gouvernement uniquement des agressions. Ceci est une vérité sur le Venezuela que vous n'entendrez ni ne lirez jamais dans les médias traditionnels, encore moins sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Le blocus vise aussi les moyens de communication. C'est pour cette raison que je tenais à partager avec vous notre expérience, parce qu'elle pourrait sauver des vies ailleurs dans le monde, comme l'expérience de la Chine, de Cuba et de la Russie l'ont fait pour nous. Notre système de protection sociale et de santé nous permet d'aller de maison en maison à la recherche des cas positifs, de prendre en charge les cas suspects ou les cas potentiels. Nous comptons sur ce système, sur les missions médicales, sur le système automatisé de protection baptisé Systema Patria, où sont inscrits plus de 20 millions de citoyens âgés, notamment sur une population de 30 millions d'habitants, ce qui équivaut, comme vous l'aurez constaté, à plus de 2/3 de la population. Ce système nous a permis d'atteindre toutes les communautés dans notre pays. Nous nous sommes dotés d'un modèle propre, élaboré dans le but d'accorder la priorité à la vie de chacun et de chacune sur un pied d'égalité. Grâce à lui, nous avons ensemble maintenu les distances sanitaires et la vie productive du pays. Ce système, nous l'avons baptisé de 7 par 7. Nous le mettons à la disposition de toutes les nations avec la modestie qui nous caractérise. 7 jours, une semaine de confinement dans les foyers, une quarantaine stricte, et 7 jours, une semaine de souplesse économique large, généralisée. Ceci a permis d'instaurer une nouvelle normalité en attendant de pouvoir venir à bout de cette pandémie. Notre gouvernement s'est préparé pour affronter ce défi avec notre peuple. Nous avons atteint un degré de conscience supérieur avec la population vénézuélienne et grâce à l'efficacité de notre système de santé publique. C'est ainsi que nous avons pu contrôler les premiers assauts de cette pandémie qui a mis le monde à genoux en gagnant du temps pour améliorer les protocoles de prévention, de traitement, de protection de notre peuple. Le Venezuela est l'un des rares pays à offrir des traitements gratuits et différenciés aux personnes touchées, asymptomatiques, présentant des symptômes légers, modérés ou graves. Notre politique de prévention et de prise en charge passe par une hospitalisation systématique de tous les cas positifs, même lorsqu'ils sont asymptomatiques. Ceci a permis d'éviter une expansion exponentielle de la maladie. Monsieur le Président, la République bolivarienne du Venezuela a été dépouillée de plus de 30 milliards de dollars, gelés, séquestrés sur des comptes bancaires aux États-Unis et en Europe. De même, toute entreprise, tout gouvernement qui ferait commerce avec notre pays, qu'il s'agisse de biens, de services, quels qu'ils soient, aliments, médicaments ou combustibles, ou encore additifs nécessaires à la production d'essence, l'essence dont notre peuple a besoin, ces entreprises, ces gouvernements sont poursuivis. C'est la raison pour laquelle nous répétons devant le monde que le Venezuela s'est préparé à résister à cette offensive, cette agression criminelle et inhumaine. Et nous résistons. Le Venezuela s'est préparé pour triompher de ce blocus imposé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Nous livrons là une bataille pour la paix, pour notre patrie, pour la région, pour l'humanité tout entière. Notre peuple vénézuélien héroïque a par le passé assumé le rôle historique qui lui
revenait devant l'ignominie de l'empire le plus dangereux de l'histoire universelle, un empire qui, à son tour, est en train d'écrire les chapitres les plus atroces d'inhumanité et d'action criminelle. Le monde doit savoir que nous sommes prêts à les combattre avec la force de notre histoire, de notre esprit, de la raison et du droit international. Je tiens à rappeler une fois encore combien nous sommes reconnaissants des déclarations tant du secrétaire général que de la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui ont demandé la levée immédiate des mesures coercitives unilatérales et criminelles qui sont non seulement contraires à la Charte des Nations Unies, mais qui constituent aussi des obstacles évidents pour les pays concernés, des obstacles qui les empêchent de lutter comme il se doit contre la pandémie de Covid-19 et de réaliser les objectifs de développement durable. Ces attaques, comme vous le savez, ne se limitent pas aux simples mesures coercitives unilatérales. Le 3 mai dernier, le Venezuela a fait face à une tentative d'incursion maritime d'un groupe de mercenaires et de terroristes financés par le gouvernement des États-Unis et entraînés sur le territoire de la Colombie, avec l'appui total et absolu des gouvernements des États-Unis et de Colombie. Ce groupe de terroristes, nous nous y sommes confrontés en temps réel par le biais de l'Union civico-militaire et policière. Nous avons pu neutraliser, capturer les auteurs de cette attaque, de cette incursion armée. Aujourd'hui, ils se trouvent à la disposition des institutions judiciaires en vue de leur procès. Nous avons aussi récemment capturé un espion des États-Unis qui transportait des armes de guerre et des documents concernant notre industrie pétrolière et électrique. Ce harcèlement est quotidien. Nous y sommes confrontés et nous l'avons affronté, déjoué, dénoncé, démasqué. À chaque fois, je me demande, que dire d'une action terroriste posée alors que nous vivons des circonstances extraordinaires, à savoir la pandémie de Covid-19 ? Comment l'humanité peut-elle qualifier ce type d'attitude ? Nous pouvons dire à tout le moins que la démesure s'est imposée. Le plus terrible des péchés semble posséder aujourd'hui entièrement les élites des États-Unis. C'est la raison pour laquelle la République bolivarienne du Venezuela réitère la nécessité de revendiquer les principes de respect de la souveraineté, d'autodétermination des peuples, tels que consacrés dans la Charte des Nations Unies qui nous unit tous, dont la violation illégale par certains États membres de l'organisation, pour des raisons ignobles, met en danger la stabilité de notre pays et de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Les pays épris de paix doivent absolument agir et faire comprendre au gouvernement des États-Unis qu'au milieu d'une pandémie mondiale, personne ne comprend, personne ne peut s'expliquer la recrudescence des actes de persécution criminelle, le renforcement du blocus contre des pays nobles tels que Cuba, le Nicaragua, le Venezuela, la Syrie et d'autres pays frères du monde. Nous devons exiger que cessent toutes les mesures coercitives unilatérales, que soient levées toutes les soi-disant sanctions, que nos peuples soient libres d'exercer leurs droits au développement et à la paix. Les États-Unis et leur gouvernement doivent se départir de ces pratiques d'antan consistant à criminaliser ceux qui ne se soumettent pas à leurs desseins dans ce monde et qui maintiennent, comme nous, une politique d'indépendance et de souveraineté. Les États-Unis, il nous faut le dire, sont devenus au cours de l'histoire la menace la plus significative sur la paix mondiale.
nous tenons à faire nôtres les paroles du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au sujet du cessez-le-feu et de la cessation des conflits dans le monde, en réaffirmant le respect sans restriction et la pleine adhésion aux objectifs et aux buts de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Le principe du dialogue entre les nations, le règlement pacifique des différends et l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force. Monsieur le Président, le Venezuela a toujours été un pays d'accueil de réfugiés et de migrants. Cependant, conséquence directe des mesures coercitives, unilatérales, criminelles et des agressions économiques imposées par le gouvernement des États-Unis à notre peuple, un processus de migration de citoyens vénézuéliens a été déclenché essentiellement pour des raisons économiques. Cependant, actuellement, notre pays est confronté à une vague de retours volontaires, de retours massifs de milliers de migrants vénézuéliens en provenance de pays affichant des taux très élevés de contamination à la Covid-19, tels que la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, le Brésil, en raison, en premier lieu, de l'échec de la gestion de la Covid-19 dans ces pays. Deuxièmement, la violation systématique des droits humains des migrants vénézuéliens, les politiques anachroniques et xénophobes contre les migrants de notre pays, même dans les plus hautes sphères gouvernementales de ces pays, la discrimination, les mauvais traitements, les mauvaises conditions socio-économiques, les situations de semi-esclavage, la traite d'êtres humains, les calamités subies par nos migrants en violation manifeste de leur dignité humaine, eh bien, quelle a été la réaction du monde? Nous nous interrogeons. Qui se dit préoccupé par le Venezuela devant ces faits condamnables? Le silence est complice. Comme nous l'avons dit, la pandémie de Covid-19 a catalysé les conditions de vie déjà insoutenables de milliers de migrants dans les pays dits d'accueil, qui nous ont dit que l'augmentation de l'abandon, le manque de réponse, le manque d'attention de la part des autorités de ces pays sont patents. La fragilité des systèmes de protection sociale de ces pays, présentés parfois comme des modèles économiques et sociaux, a été ainsi mise en évidence. Une fois encore, nous nous interrogeons. Comment cela est-il possible? Malgré les sommes de dollars octroyées à ces gouvernements au terme d'extravagantes conférences de promesses de dons pour les migrants vénézuéliens, qu'ont-ils fait de cet argent? Les gouvernements l'ont-ils volé? Nous pensons qu'il faut indéniablement étudier avec toute la rigueur institutionnelle et scientifique le rôle joué par certaines institutions ou agences des Nations Unies ou certaines personnes appartenant à ces agences, notamment le Haut-Commissariat aux réfugiés ou l'Organisation internationale d'immigration. Monsieur le Président, dans un souci de réconciliation et conformément aux accords conclus au cadre du dialogue national entre les forces politiques du Venezuela en septembre 2019, un ensemble de mesures ont été adoptées pour garantir la démocratie au Venezuela. Récemment, ont été graciés 110 citoyens appartenant à des groupes de la droite d'opposition, poursuivis pour différents délits impliquant des agressions contre notre pays. Grâce à cette décision, nous voulons poursuivre sur la voie de la réconciliation nationale, sachant que la paix mérite tous les efforts et nous ne cesserons pas, Monsieur le Président, de poursuivre ces efforts. Conformément au mandat contenu dans notre Constitution nationale, approuvé par le peuple vénézuélien par référendum en décembre 1999, aura lieu le dimanche 6 décembre prochain
la 25e élection démocratique en 20 ans. Cette fois, il s'agira de renouveler le pouvoir législatif. Plus de 14 400 candidats et candidates participeront, issus de plus de 107 organisations politiques représentant tout le spectre des tendances idéologiques nationales. Je peux vous dire qu'au Venezuela, il existe toutes les garanties nécessaires pour la tenue de ces élections parlementaires. Nous avons pour cela invité le monde à nous accompagner, à être le témoin de cette démocratie vivante. Rien ni personne ne pourra priver le peuple du Venezuela de son droit de se choisir un nouveau pouvoir législatif, car celui-ci est un instrument fondamental de l'existence collective et l'expression de la volonté du pouvoir originel. Personne ne décide à notre place. Nous ne sommes jamais intervenus, nous n'avons pas l'intention d'intervenir, jamais, dans les affaires d'autres nations. Nous sommes respectueux et nous exigeons donc d'être respectés en retour. Mais malgré cela, le gouvernement de Washington, qui a conduit son propre peuple à l'effondrement du fait de la pandémie et qui d'ailleurs tiendra des élections présidentielles en novembre prochain, en violation flagrante du droit international, a imposé illégalement de nouvelles mesures coercitives unilatérales contre les institutions démocratiques du Venezuela. En l'occurrence, le pouvoir électoral, dans une tentative de s'immiscer dans la tenue des élections parlementaires prévues par notre Constitution. C'est pourquoi la République bolivarienne du Venezuela réaffirme la nécessité de revendiquer les principes de respect de la souveraineté et de l'autodétermination des peuples exprimés dans la Charte des Nations Unies, principe dont la violation illégale par certains membres de l'organisation vise à mener le Venezuela à la violence et au conflit. Nous ne le permettrons pas, nous exigeons le respect. Le chemin du Venezuela doit mener à la paix, la démocratie, la liberté, le vote, la participation, avec le peuple comme acteur principal. C'est ainsi que nous avons procédé par le passé, c'est ainsi que nous procéderons à l'avenir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, voici le Venezuela, debout, avec sa dignité historique, en paix, prête à relever de nouveaux défis, prêt pour de nouvelles victoires. Je prends congé en formulant le vœu que règne la concorde, la paix et la coopération dans le monde entier. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République bolivarienne du Venezuela de l'allocation qu'il vient